Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décryptage Immo, le podcast qui vous donne les clés pour comprendre et anticiper les mutations du marché immobilier. Je suis Marc Durand, expert en stratégie immobilière, et à mes côtés, comme toujours, Emma Dubois, analyste pointue et visionnaire. Bonjour Marc, bonjour à tous nos auditeurs. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration des tendances qui façonnent l'immobilier. Au programme aujourd'hui, une exonération fiscale sur les donations familiales, la garantie décennale et les travaux de rénovation, les coopératives d'habitants, et enfin, un focus sur les passoires thermiques et leurs conséquences sur le marché. Accrochez-vous, ça va bouger. Effectivement, un programme riche et varié. Commençons si tu le veux bien par cette mesure phare de la loi de finances 2025, l'exonération temporaire d'impôt sur les donations familiales pour l'achat d'un logement. Une initiative qui rappelle certains dispositifs du passé, mais qui mérite un examen approfondi. Quel est ton avis, Emma, sur l'impact potentiel de cette mesure? Tout à fait, Marc. Cette exonération, qui permet aux parents, grands-parents, voire arrière-grands-parents, de donner jusqu'à 100 000 € par donateur et 300 000 € par donataire sans impôt, est clairement une bouffée d'air frais pour les primo-accédants. On parle ici d'un potentiel d'apport personnel significativement augmenté, ce qui peut débloquer des situations de financement complexes. Selon une étude récente de l'INSEE, près de 60% des jeunes de moins de 35 ans citent le manque d'apport comme principal frein à l'acquisition. Cette mesure pourrait donc avoir un impact non négligeable sur ce segment de la population. Cependant, il faut nuancer cet enthousiasme. L'exonération est soumise à des conditions strictes. Achat d'un logement neuf ou en VEFA de moins de 5 ans, ou travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov'. Or, le marché du neuf, en particulier dans les zones tendues, est déjà sous tension, avec une offre limitée et des prix élevés. De plus, l'affectation des fonds est contrôlée. Le logement doit servir de résidence principale pendant au moins 5 ans, ou être loué comme tel. Enfin, l'exonération est temporaire, valable jusqu'au 31 décembre 2026. On pourrait donc assister à un effet d'aubaine à court terme, suivi d'un ralentissement une fois la mesure expirée. Il est intéressant de noter que cette mesure rappelle l'exonération Balladur de 1995, mise en place dans un contexte de crise immobilière similaire. Les résultats de l'époque avaient été mitigés, avec un impact réel mais limité sur la relance du marché. Un rapport de la Banque de France de 1998 estimait que l'exonération avait contribué à augmenter les prix de certains biens, sans pour autant relancer significativement la construction neuve. Il faudra donc être vigilant sur les effets pervers potentiels de cette nouvelle mesure. Une analyse très complète, Emma. Tu soulèves un point crucial, l'effet d'aubaine potentiel et le risque d'inflation des prix. Il est essentiel que les pouvoirs publics mettent en place des mécanismes de contrôle pour éviter que cette exonération ne profite qu'aux vendeurs, sans pour autant faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes ménages. Passons maintenant à un sujet souvent méconnu, mais ô combien important, la garantie décennale et la responsabilité du vendeur en cas de travaux de rénovation. Peux-tu nous éclairer sur ce point, Emma? Absolument. La garantie décennale, souvent perçue comme un sujet réservé aux professionnels du bâtiment, concerne en réalité tous les vendeurs ayant réalisé des travaux de rénovation sur leurs biens. L'article 1792 du Code civil est clair. Le vendeur, même non professionnel, est considéré comme constructeur et responsable des vices affectant les travaux structurels, fondations, murs porteurs, réseaux, équipements indissociables du bâti, pendant 10 ans après la réception des travaux. Une jurisprudence récente, relayée par la Cour de cassation en 2023, illustre ce risque. Des vendeurs ont été condamnés à réparer des fissures apparues sur un mur mitoyen construit plusieurs années auparavant, alors qu'ils n'étaient pas professionnels du bâtiment. L'enjeu financier peut être considérable. Selon une étude de la Fédération française du bâtiment, FFB, le coût moyen de réparation d'un dommage couvert par la garantie décennale s'élève à environ 20 000 €. Pour se protéger, il est donc impératif de souscrire une assurance décennale pour les travaux structurels, de conserver tous les justificatifs, devis, factures, plans, et d'informer clairement l'acheteur des travaux effectués. On notera que cette garantie ne concerne pas les aménagements esthétiques, comme la peinture ou la pose de revêtements de sol. Cependant, une mauvaise isolation thermique, par exemple, peut engager la responsabilité du vendeur si elle affecte la structure du bâtiment. Il est donc crucial de bien distinguer les travaux couverts par la garantie décennale de ceux qui ne le sont pas. Ces précisions sont essentielles, Emma. Trop de particuliers ignorent cette obligation légale et s'exposent à des risques financiers importants. Il est donc primordial de sensibiliser les vendeurs à cette question et de les inciter à se protéger en souscrivant une assurance décennale. Et maintenant, abordons un sujet plus novateur, les coopératives d'habitants.
Une alternative de logement encore peu développée en France, mais qui suscite un intérêt croissant. Qu'est-ce qui rend ce modèle si particulier, Emma? Ce qui rend les coopératives d'habitants si particulières, c'est leur modèle de propriété collective et leur gouvernance démocratique. Contrairement à la propriété classique, les membres ne sont pas propriétaires de leur logement individuellement, mais collectivement de l'immeuble. Ils paient une redevance mensuelle qui reflète les coûts réels d'exploitation, généralement inférieurs au loyer du marché. L'absence de spéculation immobilière est un autre avantage. Au départ, les membres achètent des parts sociales remboursées à leur départ sans plus-value. La gouvernance est démocratique, chaque membre ayant une voix, quelle que soit sa contribution financière ou la taille de son logement. Ce modèle favorise la solidarité, l'entraide et une gestion collective des décisions. Bien que peu répandue en France, 67 coopératives en 2022, soit 900 logements, elles sont plus courantes dans des pays comme la Suisse et le Canada. Une étude de la Fondation Abbé Pierre montre que les coopératives d'habitants permettent de réduire les coûts de logement d'environ 20% par rapport au marché locatif privé. La Fédération Habicoup encourage leur développement en France, en mettant l'accent sur leur utilité sociale et en cherchant à obtenir des aides publiques. Le profil des membres est diversifié, avec 70% des ménages ayant des ressources inférieures au plafond du logement social. Les coopératives d'habitants se fixent souvent des objectifs de mixité sociale et générationnelle, et privilégient la construction écologique. On peut citer l'exemple de la coopérative Écoquartier des Vettes à Besançon, qui a mis en place un système de mutualisation des espaces et des services, permettant de réduire les coûts et de favoriser le lien social. Ce modèle représente une alternative intéressante pour les personnes qui souhaitent s'investir dans leur lieu de vie et participer à une gestion collective de leur logement. Un modèle qui semble prometteur, mais qui nécessite un engagement fort de la part des habitants. La gestion collective peut être complexe, et il est essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts individuels et collectifs. Pour conclure notre émission, abordons la question des passoires thermiques, un sujet d'actualité brûlant. Une étude récente révèle une chute significative des prix de ces logements mal isolés. Quelles sont les implications de cette tendance, Emma? Les implications sont considérables, Marc. La loi Climat et Résilience, qui interdit progressivement la location des passoires thermiques, a un impact direct sur le marché immobilier. L'étude menée par Itac et les notaires de France montre que les logements classés F et G subissent une décote significative dans les 10 plus grandes villes françaises. La baisse oscille entre 237 et 667 € par mètre carré pour les appartements, et entre 552 et 1114 € par mètre carré pour les maisons. À Nice, un appartement de 40 mètres carrés peut perdre près de 49 000 €, à Strasbourg 46 000 € et à Bordeaux 40 000 €. Pour les maisons, les pertes sont encore plus importantes, avec plus de 255 000 € de décote pour une maison de 150 mètres carrés à Bordeaux. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, est devenu un critère de recherche essentiel pour les acheteurs, juste après le prix. Les propriétaires de passoires thermiques sont donc confrontés à un dilemme: vendre à prix réduit ou investir dans des travaux de rénovation coûteux. L'Agence nationale de l'habitat, ANAH, propose des aides financières pour la rénovation énergétique, mais elles ne suffisent pas toujours à compenser le coût des travaux. La situation est d'autant plus complexe que le DPE est parfois contesté, car il ne reflète pas toujours la réalité de la consommation énergétique du bien. Il est donc crucial de réaliser un audit énergétique approfondi avant de prendre une décision. Cette situation crée une opportunité pour les investisseurs, qui peuvent acquérir des passoires thermiques à prix réduit et les rénover pour les revendre ou les louer à un prix plus élevé. Cependant, il est important de bien évaluer le coût des travaux et de s'assurer de la rentabilité de l'opération. Un sujet complexe et aux multiples facettes. Il est clair que la transition énergétique aura un impact profond sur le marché immobilier. Merci Emma pour tes analyses toujours aussi pertinentes et éclairantes. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions sur nos réseaux sociaux. Et à bientôt pour un nouveau décryptage IMO.